2, France Maghreb 2. Par les femmes. Présenté par Anan Zawani Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, c'est Anan, ravie de vous retrouver donc pour 2 heures d'émission sur les ondes de France Maghreb 2. Cette semaine, nous parlerons d'handicap et de autisme, mais pas que. L'invité de la rédaction est Sandra Ziani de l'association La Pause Internationale. Handicap psychique, handicap physique et handicap invisible, quelles sont les différences et quelles stigmatisations subissent les personnes concernées ? Pourquoi et comment les parents se mobilisent? Nous en parlerons aussi avec Shahrazad Bensta, mère d'un enfant autiste et présidente de l'association Un autre regard sur l'autisme. Les dangers du burn-out de parents d'enfants handicapés, peut-on les anticiper et agir avant qu'il ne soit trop tard? Rose Farhat, sophrologue, nous apportera sa réponse. Nous finirons avec notre dossier santé du mois de février, le cancer du sein, avec l'interview exclusive du docteur Nasrine Calais, médecin gynécologue à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Par les femmes, c'est tous les dimanches de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Et tout de suite, avant de diffuser notre coup de cœur musical Mon Crew de Esprit Noir Fit Némir, pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, la chronique que nous avons présentée donc ce mardi 13 février au concours international de la radio sous l'égide de l'UNESCO. Donc chronique qui s'appelle Par les femmes. Par les femmes. Si en zone de conflit, une radio vaut 5 bataillons, la guerre des ondes sonne souvent le glas de la vérité et fait triompher beaucoup d'infox qui finissent par passer pour des infos vérifiées. Et pendant ce temps, où sont les femmes ? En réalité, on les entend peu car pendant les guerres, les femmes sont les voix des sans-voix, elles sont les militantes invisibles. النساء هن الصوت لمن لا صوت له هن المكافحات في الخفاء. Africaines. Elles font porter les premières leur voix du Libéria à la Tunisie. Asiatiques. Elles sont inaudibles. En Syrie. على غرار سوريا Palestine. فلسطين Afghanistan. أفغانستان Chine. الصين Et Birmanie. وبورما. Une et indivisible des souffrances des hommes à travers tous les continents, elles furent et sont les emmaillotées. De leur ventre jaillissaient les courriers secrets de l'espoir ou de l'horreur. Quand les hommes sont au front, elles sont les résistantes de l'arrière-front. Les femmes de l'ombre. Et pourtant, Sur les ondes, sur les médias, nul ne les entend, ces messagères. Espionnes de guerre parfois, souvent héroïnes de la paix. de Marielle Franco à Ahed Tamimi, d'une tragique fin à un avenir incertain. C'est la lutte infinie, les espoirs de toute une vie. De la guerre à la paix, il n'y a qu'une voie. De l'oppression à l'émancipation des peuples, il n'y a qu'un choix. L'âme du monde vibre de la clameur de la femme. Engagée, inspirante et inspirée, telle une myriade de constellations qui filent sur nos ondes. Elles, avec eux, font de notre globe, encore en prise, à des points chauds, notre monde de demain. Elles le veulent plus juste, plus créatif. Si au commencement parfois étaient les radios de la haine, tous les chemins aujourd'hui nous mènent à une joie que l'on veut certaine. Alors, écoutez, par les femmes pour apprendre de la tolérance, par les femmes pour nous grandir dans la paix et faire cesser les souffrances. Par les femmes pour faire de l'amour notre hymne à l'amour. Si certains hommes étaient des lions, c'est parce qu'avant tout, leur mère était des lionnes. Effectivement, chères auditrices, chers auditeurs, si les hommes étaient des lions, c'est bien parce que leur mère était des lionnes. On remercie infiniment donc Razali Guez Productions, donc justement pour la bande sonore originale, donc inspirée de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, bien entendu, vous l'aurez reconnu. On remercie également Christophe Rowe de l'émission Le Grand Forum, donc pour ce rendez-vous croisé, ainsi que Souad El Mayouf pour sa participation en arabe. Et tout de suite, donc comme prévu, votre coup de cœur, Esprit Noir Fit Némir, Mon Crew. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Anan Zawani présente, Par les femmes. Par les femmes. engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes de retour donc sur les ondes de France Maghreb 2 et nous allons donc lancer notre rendez-vous hebdomadaire des sorties culturelles. Donc l'agenda de Sakina Event avec Samia Chiki. Samia, bonjour. Bonjour Hanan, bonjour chers auditeurs et auditrices et invités. Alors ma question habituelle, comment vas-tu ?
Alhamdoulilah, très bien. Et toi, Hanan? Ça va très bien. Quelques petits soucis avec la grippe qui touche beaucoup de monde. Donc, j'espère que les auditeurs et les auditrices n'ont pas été malades. Mais ça va, on s'en sort bien. Tu m'as contaminé à distance, je crois. Oui, mais j'ai contaminé tout le monde. J'ai contaminé aussi Souadel Mayouf et une bonne partie de la famille. Alors, cette semaine, ma chère Samia, de quoi va-t-on parler et où va-t-on se rendre? Alors, donc aujourd'hui, j'ai fait un choix particulier pour vous, puisque on va parler aujourd'hui dans l'émission par les femmes d'autisme, il me semble, Hanan, n'est-ce Tout à pas? fait, oui. Donc, je voulais vous parler en fait d'un film qui va sortir dans quelques mois, dans un petit moment, mais qui est vraiment un film incontournable sur l'autisme. Un film qui s'intitule Hors Normes, d'Eric Toledano et Rachid Nakash. Donc il sort en octobre 2019, mais la promotion autour du film a déjà commencé. Donc c'est un film avec Vincent Cassel et Reda Kateb entre autres. Donc avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Tu m'entends bien, Hanan? Très bien. Oui, donc c'est sur le thème de l'autisme. Alors en fait, l'histoire tourne autour de deux personnages, Bruno et Manick, qui vivent depuis 20 ans dans un monde complètement à part, donc celui des enfants et des adolescents autistes. Et ils ont créé une association, chacun de leur côté. Et au sein de leur association respective, ils vont former des jeunes issus des quartiers difficiles. Donc voilà, le film tourne autour de ces deux personnages fondamentaux. Donc, je vous dis rendez-vous en octobre 2019 pour découvrir ce film donc hors norme autour de l'autisme. On a hâte, ma chère Samia, on a vraiment hâte. Oui, apparemment c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, on en reparlera à l'occasion. Est-ce qu'il y a déjà une bande-annonce qui a été créée justement pour ce film ? Alors non, pour l'instant, non. J'ai regardé, pour l'instant, la bande-annonce n'a pas été encore faite. Ils ont commencé la promotion sur le terrain. Oui. La bande-annonce n'est pas encore terminée, mais très prochainement. Bon, alors une petite question, Samia, Vincent Cassel, Reda Kateb, tu vas les inviter à la radio ? Ah, je vais tout faire pour te les ramener, Hanan. Ok, le défi est lancé, ma chère Samia. Il est lancé, je vais tout faire pour le relever. Merci beaucoup, ma chère Samia. Alors, un autre rendez-vous, justement, une autre sortie, donc en province cette fois-ci. Oui, tout à fait. Donc, toujours sur le thème de l'autisme. Donc là, ce sera le 3 mars. Donc, ce sera vers la ville de Tours. Puisque j'essaie également de trouver donc des sorties, des conférences et autres, bien entendu en province pour nos auditeurs et auditrices de province. Mais bien entendu, même vous, franciliens, vous pourrez vous déplacer donc ce 3 mars pour une conférence donc qui sera donnée par le très célèbre Raoul Kaufman. Donc en fait, c'est un Américain écrivain et expert sur l'autisme. Et cette conférence est organisée donc par l'association Optime Autisme et Bienvenue dans ma bulle. Donc c'est une conférence qui sera sur le thème dépasser l'autisme avec le Sunrise Programme. Alors le Sunrise Programme, c'est un programme de techniques innovantes pour aider les parents ou encadrants à acquérir pour que l'enfant atteigne de grands objectifs. Et justement, Raoul Kaufman a été un des premiers enfants à bénéficier de cette technique-là. Donc, il sera présent pour en témoigner. Il a même écrit un livre sur le sujet. Il sera là pour le dédicacer et transmettre en atelier ces techniques-là. Donc, ce sera dimanche 3 mars à partir de 14h30 à les Tours exactement. Je vous donnerai l'adresse précise ainsi que le lien de réservation sur la page de l'agenda Sakina Event et la page par les femmes, bien entendu. Parfait, Samia. Donc un dernier rendez-vous ? Oui, on va terminer donc par une sortie culturelle puisque les vacances approchent. Donc une petite idée pour les parents pour essayer de programmer justement ces prochaines vacances scolaires. Il y a une toute nouvelle exposition qui commence le 19 février à la Cité des Sciences et qui s'intitule donc la grande vitesse ferroviaire. Donc apparemment c'est une exposition qui est vraiment exceptionnelle. Il y a également de nombreux ateliers autour du thème de la grande vitesse ferroviaire. Vous pourrez donc découvrir les différentes innovations technologiques en rapport avec la vitesse, la mobilité et notamment vous aurez une vision de ce que seraient les transports de demain.
Au niveau des tarifs, donc c'est 12 € pour le ticket plein tarif et 9 € pour les tarifs réduits. Parfait, pas de bon plan gratuit aujourd'hui cette semaine? Non, malheureusement, non. Bon, peut-être la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vous réserve un programme spécial vacances scolaires. Ah, génial. Programme, voilà, donc chers parents, chers enfants, grands-parents, tata, tonton, soyez à l'écoute dimanche prochain pour l'agenda Sakina Event. Donc je vais vous préparer un petit agenda justement pour vous donner des idées de sortie pour la prochaine quinzaine de vacances scolaires. Parfait, on te remercie infiniment, ma chère Samia. Donc je rappelle aux auditeurs que vous pouvez retrouver donc tous les événements de l'agenda de Sakina Event donc sur la page annexe de Par les femmes, l'agenda de Sakina Event. Donc et ce sera donc partagé sur les réseaux de France Maghreb 2 et sur notre propre page. On te souhaite une excellente semaine, ma chère Samia, et un bon rétablissement aussi. Merci beaucoup et puis bonne fin d'émission et bye bye et bon courage à nos invités et un grand coucou à Medjahed. Ah, un grand coucou à Medjahed. Merci beaucoup. Merci, un énorme bisou à toi. Qui se fait le plaisir de donner de la voix. Tu m'étonnes. Pas trop quand même, hein, Medjahed. Hein. Ah bah non, non, c'est consacré aux femmes. À bientôt. Fait. Alors le handicap psychique, chers auditeurs, chères auditrices, changeons notre regard, c'est important. Donc je vais vous diffuser justement la campagne de AG2R La Mondiale, donc une campagne de déstigmatisation justement des troubles psychiques. Donc tout au long de l'émission, 3 spots vidéo courts, impactants, volontairement provocateurs, j'ai envie de vous dire, avec des témoignages différents, authentiques, de personnes justement ayant eu envie de partager leur expérience dans l'emploi justement, car les stigmatisations premières, elles ont lieu sur le marché de l'emploi. Donc ce premier spot de AG2R La Mondiale, qui parle de schizophrénie, chers auditeurs. Accueillir un schizophrène dans ma boîte? Tout à fait inadapté. En plus, ces mecs-là, c'est des tueurs. On en voit à la télé, dans les journaux. C'est souvent, hein. Il paraît qu'ils entendent des voix qui leur disent de faire des choses bizarres. C'est le diable qui te parle. Un peu comme Jeanne d'Arc. Attends, franchement, t'as vu comment elle a fini, Jeanne d'Arc? Ça a trahi de se terminer comme l'exorciste, ton truc, hein. Mais mettons qu'ils s'en prennent à un collaborateur. Qui est responsable? Tu crois qu'ils sont normaux et d'un coup, sans savoir pourquoi, ils font une crise. Et puis ils visent la carotide, comme ça, je pense. Ah bah on va tous y passer. Inapte au travail. Inapte. Cette image du tueur fou me fait bien rire parce que c'est vraiment l'extrait d'un film d'horreur et c'est pas du tout le cas. En tout cas pour moi, ça ne me représente pas. Je m'appelle Mathieu, j'ai 56 ans aujourd'hui et je suis tombé malade à 23 ans. Je suis atteint de schizophrénie. J'ai pu travailler et j'ai exercé des métiers très divers et en grand nombre. J'ai pu être coursier, apprenti relieur. Travailler en soi est un médicament pour moi. Le travail, ça vous lie au sol, disons. Quand on traîne des casseroles un peu comme j'avais, il faut continuer et garder le sourire. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour donc sur les ondes de France Maghreb 2 donc pour cette émission sur le handicap et l'autisme. Donc notre invitée spéciale de la rédaction, Sandra Ziani. Donc Sandra Ziani qui est présidente de l'association La Pause. Sandra, bonjour.
Qu'est-ce qui se passe? J'allais envoyer un jingle, désolé. Un jingle pour l'invité de la rédaction. Ah, d'accord. Coucou Medjahed, merci beaucoup pour le jingle. Oui, je vais l'envoyer. Allez, envoie-le, Medjahed. On fait comme si on n'avait rien entendu. Super. Ça serait Alors, bien. l'invité de la rédaction. C'est le live. Voilà, c'est vraiment le live. Hein. Voilà. Allez, l'invité de la rédaction. Non, ça marche pas. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Bon, l'invité de la rédaction, donc nous sommes avec Sandra Ziani de l'association La Pause Internationale. Sandra, bonjour et sois la bienvenue donc, sur les ondes de France Maghreb 2. Merci Hanan. Un peu plus près du micro. C'est une belle occasion. Merci pour l'invitation. Bonsoir, chers auditeurs de France Maghreb 2. Donc je suis de retour. L'année dernière j'étais là. Ben voilà, c'est le bis. Alors tout à fait, on a eu justement l'occasion de recevoir Sandra Ziani, donc de l'association La Pause, donc lors de l'émission du Grand Forum. Donc on en profite pour saluer Christophe Roux. Je n'étais pas au courant. Pourtant, je suis de très près le Grand Forum, donc avec Fatima Wassak. Tu avais été invitée par Fatima Wassak. Alors Fatima Wassak, cher auditeur, qu'on reçoit justement la semaine prochaine. Donc Sandra Ziani, moi je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es une personnalité lumineuse, que tu es une personnalité pleine d'énergie. Si tu veux nous parler un tout petit peu de toi avant de rentrer dans le cœur du sujet. Où as-tu grandi, Sandra? De quel beau pays sont originaires tes pays? Enfin, de quel pays sont originaires tes parents? Excuse-moi. Voilà, un petit peu d'intime pour démarrer cet entretien. Donc, merci pour le bouquet. Bon, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Merci. Un beau bouquet de compliments. Oui, merci Hanan. Donc Sandra, c'est une femme du monde. Hein. Je viens de l'Algérie, de Constantine. Donc ma belle ville. Donc après, j'ai fait mon chemin vers la Tunisie et de la Tunisie vers la France. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Tu as déménagé en Tunisie? En fait, je suis partie pour faire des études. D'accord. D'interprétariat, puisque après le bac lettres, hein, donc je voulais faire interprète. D'accord. Donc en langue française, si je comprends bien ou... Oui, non, en arabe. Arabe français. Je suis bilingue. Et voilà, j'ai foncé dans le linguistique, quoi. Donc quadrilingue. Donc voilà, j'ai voulu faire de l'interprétariat. Sauf que l'amour m'a croisée. Oui. Donc un homme a dévié ton chemin de la Tunisie et t'a emmené en France. Mais dévié, mais on va dire qu'il a forgé cette envie ambitieuse. Donc voilà, je suis rentrée dans le monde un peu de la communication, du médical, par le biais de mon mari. D'accord. Et voilà, donc j'ai évolué pendant quelques années dans le médical, dans la dentisterie. Et après, j'ai quitté la Tunisie après 22 ans. Ah oui, quand même. Oui, après 22 ans. Et tu étais où alors en Tunisie? J'étais un peu partout. Hein. J'étais juste en face du palais présidentiel. D'accord. Après, j'ai été vers Tunis. Et puis après, j'ai mis un pied à Hammamet. D'accord. Voilà. Donc 22 ans de ta vie en Tunisie à œuvrer aussi dans le domaine de la santé? Non, pas du tout. Enfin, de la santé, oui, je l'ai abordé par le biais de la commerciale. En fait, mon mari, paix à son âme, qui nous a quittés, et faisait du commerce des mobiliers de dentisterie. Donc je baignais, je faisais de directrice commerciale pour ça. Donc je baignais avec les médecins, les dentistes, les hôpitaux, voilà, dans le domaine de la... Voilà, c'est comme ça. Et après, après ça, j'ai voulu quand même tester, puisque l'opportunité s'est présentée à moi dans l'aéroportuaire, et donc j'ai intégré la compagnie aérienne tunisienne. D'accord. Donc là, on n'est plus du tout ni dans le domaine de la santé, ni de l'interprétariat, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc Sandra Ziani, est-ce que tu peux nous dire ton âge? Je suis tombée à la renverse. Waouh! Tu m'as dit que j'avais le droit de te poser la question. Oui, je le jure. Tu m'as dit, tu as le droit de poser la question, Hanan. Mais je suis vraiment tombée à la renverse, cher auditeur, chère auditrice.
On va laisser les auditeurs me donner mon âge après. Ils peuvent pas te voir. Bon, en tout cas, voilà, Sandra Ziani est une femme mature, pleine d'énergie, avec un regard formidable, de beaux yeux verts, voilà, pour faire un petit peu ta description. Bah écoute, je suis assez fan du personnage. Écoutez, je viens de fêter mes 59 ans. Bravo. Voilà, il y a une semaine. Bravo. Donc tu es mère de famille. 3 enfants. Mariés. Oui. Tous mariés. Oui, de grands enfants. La dernière lycéenne en première. Bon. Alors, le domaine justement de la santé, en tout cas du handicap, c'est le sujet qui nous intéresse. Toi, tu l'abordes de différentes manières, justement, Sandra. Tu l'abordes par le biais, effectivement, de cette association La Pause. On va en parler juste après la publicité. Mais tu l'abordes également en tant que AVS. Tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse sur ta personnalité. Quel est ton travail aujourd'hui au jour le jour et comment tu fais justement pour accompagner les jeunes, les adolescents vers un meilleur, vers un mieux-être? Tout à fait. Donc voilà, arrivée en France, je suis restée dans mon domaine aéroportuaire après quelques années de Roissy et de Orly comme agent de sûreté au niveau avec Air France. Et donc après un accident de travail, donc je me suis reconvertie. D'accord. Je vais t'étonner encore. Oui. Au design. Ah oui. Donc c'est mon ancien amour. J'ai grandi avec une machine à coudre à la maison avec maman, la Yahama. Donc très attirée par tout ce qui est art en réalité. Tout à fait. Le métier de la main. Enfin, tout à fait. Et donc je suis assez bricoleuse moi-même. Donc je me suis dit allez. Je suis sortie de ce boulot, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un clin d'œil au design. J'ai suivi une formation diplômante et entre-temps, tout ça s'était enfoui. Alors, on va revenir à la pause. Pourquoi à la pause? Parce que j'ai perdu un frère qui a été diagnostiqué. J'ai grandi en fait avec un frère schizophrène. Tout à fait. Alors comment de Constantine et puis bon son prénom Allah yarhamou paix à son âme Abdelghani. Voilà, Abdelghani. Donc de Constantine, donc il est tombé malade à l'âge de 14 ans. Et donc moi quand je suis partie de chez moi, de Constantine, j'ai laissé mon frère dans cet état-là. Donc un séjour entre la maison et l'hôpital. Et en ce temps-là, dès les années 70, c'était le traitement pour ce genre de pathologie, c'était les terribles électrochocs. Tout à fait. Donc effectivement, suite à des recherches que j'ai effectuées, on avait des traitements par électrochoc. Ouais. Donc c'était pas simplement le cas en Algérie ou dans d'autres pays du monde, c'était le cas aussi ici en France. Donc fort heureusement, la médecine a évolué. Mais effectivement, ces traumatismes des patients pendant des dizaines d'années ont dû les subir. Et les patients avec leur famille. Donc effectivement, si tu peux nous parler je voyais la souffrance de maman qui disait qu'est-ce que elle culpabilisait en fait. Elle disait qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir ça. En fait, pour avoir un enfant schizophrène. Non. Ou pour avoir ces difficultés à l'aider. Ces difficultés, les prises en charge, il n'y a pas du tout. Hein. Que l'électrochoc, les séjours répétés, parce qu'il y a des moments de crise. Moi, j'étais adolescente, j'étais jeune. À ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 8-9 ans. Moi, je voyais les allers-retours. Et une fois quand je suis partie en Tunisie, je voyais, j'entendais, puisque j'étais là, je voyais maman. Il a ses journées, il est sorti, il est ceci, je peux pas sortir. Quand je l'invitais à venir en Tunisie, elle me disait, mais je peux pas, où est-ce que je vais le laisser? Alors tout à fait, ma chère Sandra, effectivement, là, tu nous expliques les difficultés qu'ont eu la famille et notamment ta maman à pouvoir accompagner son enfant. La schizophrénie, c'est quoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on sait que c'est une maladie mentale, psychique. Voilà, si tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que la schizophrénie et comment est-ce qu'elle se... Voilà, comment la vivent les patients en réalité? Alors récemment, médicalement parlant, j'ai été étonnée parce que toute ma vie j'ai entendu parler de la schizophrénie. Je me suis rapprochée, grâce à la pause, à la création de l'association La Pause, je me suis rapprochée du milieu psychiatrique. Hein. Donc voilà.
c'est pas encore totalement 100%. Mais je rapporte les définitions. Certains professionnels de la santé, des psychiatres, qui disent que c'est un dédoublement de personnalité. Oui. Dédoublement de personnalité par rapport à ce que j'ai vécu moi avec mon frère, oui, je dirais oui. D'accord. Parce que mon frère, il disait oui, quand on voit, il faisait des choses, il dit oui, c'est pas moi. D'accord. C'est l'autre qui m'a dit de faire. Voilà. Donc, pour le cas de mon frère, oui, je vais adopter ce titre-là, cette nomination-là, dédoublement de personnalité. Et d'autres non. Et d'autres professionnels de la santé, ils disent non. C'est un trouble. C'est trouble. Après, on va parler. Alors, la définition, peut-être pas médicale, mais la plus facilement appréhendable, c'est une psychose en réalité qui est caractérisée par une grave division de la personnalité, donc ce qu'on appelle le dédoublement de la personnalité, et la perte du contact avec la réalité. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors j'en profite justement, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez des témoignages à nous apporter, vous êtes parent d'un enfant schizophrène, vous êtes parent d'un enfant autiste, vous êtes parent en général d'un enfant qui a des troubles psychiques, n'hésitez pas à nous appeler donc au 01 40 33 9000, c'est le numéro Medjed. Tout à fait, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On vous attend évidemment avec plaisir, je vous répondrai du côté du standard et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. 01 40 33 9000. Alors ma chère Sandra, justement, pour continuer à nous expliquer donc les troubles qu'a vécu en réalité ton frère. Mon frère, il se réveille un de ces quatre, il va se raser la tête. D'accord. Donc ça, c'est des exemples quotidiens. Voilà, en plein hiver. Il faut dire que Constantine, c'est une ville qui est construite sur un plateau rocheux, magnifique, sur deux plateaux rocheux qui sont reliés par des ponts. Et en hiver, il neige. Oui. Et donc mon frère, il sort torse nu, dans le balcon. On habite au centre-ville, je fais coucou à la brèche. S'il y a des auditeurs. Je sais qu'aujourd'hui, on nous écoute de Toronto. Coucou. Oui, alors Toronto, Tunisie, du Maroc, Algérie, Tunisie, Canada. Voilà, la Canada. Suisse, non? Pas d'amis en Suisse? Pas encore. Bon. Je fais un appel aux Suisses. Donc voilà, il torse nu avec le froid. Donc maman elle fait rentrer. Ça lui arrive de sortir sans chaussures, comme ça, pieds nus et tout ça. Donc voilà. Alors ton regard justement en tant qu'enfant, parce que tu es la Benjamine justement d'une belle famille de 5-6 enfants. Ah, 8 enfants, bravo. Donc tu es la Benjamine d'une belle famille de 8 enfants. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as vécu justement la maladie de ton frère? Et surtout, comment est-ce que tu as appréhendé les difficultés de ta maman? Après le départ de maman en 2009, j'ai plongé. J'ai plongé dans une atroce culpabilité. Je voyais les problèmes du manque total de la prise en charge dans notre pays. Et ici en France, on a plus les moyens. On a plus les moyens ou on les crée. Voilà, ouais. On les crée plutôt. Donc, en 2014, j'ai réfléchi à travers, justement, une association de faire bouger les choses. Alors cette association, c'est l'association La Pause, justement. Tout à fait. Donc à partir de 2014, j'ai, avec la collaboration de la famille, j'ai demandé à ma sœur de faire les démarches pour faire un passeport à mon frère. Parce que maman nous a quittés à ce moment-là. Et les médecins, ils ont dit, il ne faut pas lui dire, parce qu'ils pensaient que maman était chez moi en France. Donc on l'a laissé croire. C'est terrible. Voilà, on l'a laissé croire. Parce que à ce moment-là, si on lui avait annoncé que maman était... Parce que maman, il faut dire que quand elle est... on l'a même pas ramenée à la maison quand elle est décédée.
par peur que notre frère replonge profondément encore dans cette situation. Oui. Alors on va en reparler justement après la publicité, effectivement, de ce lien de ton frère Abdelghani avec sa maman, auquel il était très très attaché, son référent unique. En réalité, c'était la personne qui lui permettait de garder une certaine stabilité. Donc on se retrouve tout de suite après la publicité, chers auditeurs, chères auditrices, donc sur les ondes de France Maghreb 2. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Donc nous sommes de retour sur les ondes de Maghreb 2 avec l'entretien de Sandra Zineb, donc Sandra Zineb qui est présidente de l'association La Pause. Donc nous étions justement en train de parler donc du lien exceptionnel ou peut-être habituel, déclenchement, oui. Voilà, qui liait justement ton frère, paix à son âme, Abdelghani, donc qui était atteint de schizophrénie, avec ta maman justement. Oui, donc j'avais contacté ma sœur et je lui ai dit écoute, il faut entamer les démarches pour le passeport parce que j'ai envie de faire voyager mon frère. Elle me dit est-ce que c'est une bonne idée? Je lui dis oui, c'est une bonne idée parce que mon frère, ça fait des années qu'il ne sort pas de chez nous. Te rends-tu compte, Hanan, quelqu'un qui ne sort pas pendant 20 ans? Oui. Donc on a mis en place une stratégie pour le faire sortir. Elle m'a dit il ira même pas faire des photos pour le passeport. Donc ne rêve pas. J'ai dit non, on va y arriver. À deux, on va y arriver. Donc on a mis une stratégie. Hein. Il faut dire que mon frère commençait à se stabiliser. D'accord. Et donc on lui a dit écoute, on n'a pas de pain à la maison, donc tu vas aller chez le boulanger. C'est assez étonnant quand même, c'est pas cette anecdote, parce qu'en réalité c'est une partie de sa vie où Abdelghani est resté enfermé pendant 20 ans avec cette peur totale de l'extérieur. Enfermé, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va étonner les auditeurs. Il était, comment dire... Enfin, enfermé à la maison, j'entends. Oui, par rapport à... Je cherche le mot. C'est par rapport à la maladie, il était pris au piège. Pas prise au piège, otage. Otage de la maison. Voilà, otage de la maladie. Donc voilà. Donc on est arrivé à faire sortir après 20 ans notre cher. Et il est parti chercher le pain. Il a commencé à sortir les poubelles. Et il dit voilà, j'ai dit à ma soeur, mais voilà. Il va faire son passeport et il va venir voyager. Donc ça, c'est important de le préciser, ma chère Sandra. C'est tout le travail d'accompagnement d'une famille au complet. Donc beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement, une nécessité de le rassurer jour après jour. Est-ce que ça, en tant que sœur, en tant que maman, c'est pas trop, entre guillemets, difficile à porter cette responsabilité-là? Il faut dire que maman, avant de partir, de nous quitter, elle nous avait sermenté. D'accord. Elle nous a dit je ne serai pas tranquille là où je serai si vous ne prenez pas en charge votre frère comme votre enfant, votre propre enfant. Et ça, c'est un devoir familial. Voilà. Donc, oui. En plus de l'amour que vous lui avez je salue porté. tous mes frères et sœurs d'ailleurs, que ce soit en Algérie ou ailleurs, parce qu'ils sont un peu partout, pour tous les câlins, tous les moments où ils ont été présents pour notre frère. Et donc voilà. Je dirais malheureusement, je soupire parce que à la veille où j'ai commencé les démarches de l'association en 2014, et donc dans ce processus-là, donc la création de l'association s'est faite à Paris et on a eu la chance pour la première fois d'être invité à un congrès international en Algérie sur le thème de l'anxiété. Et donc j'ai été invitée, La Pause a été invitée en Algérie,
Et je suis partie justement pour faire connaître la pause. La pause qui est une association internationale d'accompagnement qui développe des structures d'accueil et de loisirs destinées à ces personnes-là. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, voilà, pour en revenir sur le travail de la pause, parce que c'est aujourd'hui en tant que présidente que tu es invitée, quelles sont vos actions au quotidien? Voilà. Et quel est l'objectif principal en réalité de l'association La Pause? Vous avez entre guillemets un beau slogan. Oui. Voilà. Alors, je vais juste une dernière phrase qui va clôturer ce petit. C'est que quand je suis partie au congrès, assister au congrès, le congrès était le 23 octobre et mon frère. De quelle année? 2015. Mon frère était décédé le 11 octobre. Donc j'ai fait le congrès sans lui. D'accord. Voilà. Et ça m'a bien secoué et je voulais faire plein de choses avec lui et avancer et puis pour lui. Et donc j'ai fait le deuil, Hanan, à l'hôpital psychiatrique. La semaine où j'ai enterré mon frère, j'ai fait le deuil à l'hôpital psychiatrique de Oued l'Atmania, 40 km de Constantine, où j'ai été moi-même prise en charge de ce deuil-là par, que je salue la chef de service psychiatre Touria Nejar. Oui, docteur Touria Nejar, à qui on rend hommage, effectivement. Voilà. Et donc elle m'a amenée à l'hôpital, elle m'a dit, viens, ton frère est parti physiquement, mais ils sont là, tes frères. Oui. Et donc j'ai passé 3 jours à aller venir à l'hôpital psychiatrique de Oued l'Atmania, où mon frère d'ailleurs a séjourné quelque temps. Alors effectivement, toute la difficulté de ces maladies, quelles que ce soient les maladies, on parle aujourd'hui du handicap psychique, c'est effectivement la prise en compte de la famille. Donc la famille qui fait beaucoup d'efforts justement pour apporter du mieux-être à ces malades, à ces patients, et qui par ailleurs peut tomber justement en dépression. Donc on va en parler dans une seconde partie d'émission, ma chère Sandra, de ce burn-out parental, de ces chocs psychologiques que toi tu as dû vivre en réalité depuis très jeune en tant que Benjamine jusqu'à plus grande, ou le moment où tu as eu justement cette volonté de créer des projets. Donc aujourd'hui, la pause, par ton vécu, par ton histoire, elle répond à différentes problématiques. Donc ce slogan, ma chère Sandra, quel est-il ? Le slogan, c'est changer le regard. Changer le regard. Sur les personnes handicapées. D'accord. Et donc là, essentiellement sur Paris, au niveau de la pause, on fait de la sensibilisation. Ces personnes-là, c'est comme vous et nous. Ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin d'aller voir, un film, ils ont besoin de faire du jardinage, de sortir, de voyager. Donc c'est pas. Et puis bon, je vais plus loin encore. Ils ont besoin d'être aimés et d'aimer. Parce que la vie affective d'un handicapé, c'est encore autre chose. Alors comment est-ce qu'on peut les aider justement, ces patients, ces parents qui nous écoutent aujourd'hui à l'antenne? N'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs, chères auditrices, donc au 40 33 9000, si vous avez un témoignage à apporter. Ouais, on vous attend, 01 40 33 9000. N'hésitez pas donc à nous appeler. Donc aujourd'hui, c'est moi je vois la souffrance. Je vois, je l'entends. On m'appelle des familles, des mamans, des sœurs, des frères, les voisins. On me dit nous, on souffre aussi parce que nous, on a besoin aussi d'une prise en charge, nous aussi. Et donc aujourd'hui, la pause lie des partenariats avec des professionnels tels que par exemple notre chère Rose Farhat qui est sophrologue. Donc après on fait des ateliers pour soulager ces familles, ces proches. Aujourd'hui, combien de familles tu prends en charge justement, ma chère Sandra? Aujourd'hui, cette année en tout cas, à la suite de notre journée porte ouverte de 2018 et notre course solidaire en juin 2018, on a répertorié pour l'instant 5 familles. 5 familles. Alors ça peut être des mamans
hein. Ça peut être des sœurs et ça peut être aussi des maris ou des frères. D'accord. Voilà. D'accord. Alors on va se retrouver donc. Alors on va surtout prendre un auditeur qui est là justement au standard, qui veut témoigner au 01 40 33 9000 et c'est un auditeur et c'est Olivier que nous avons au téléphone avec nous. Olivier, bonsoir, bonjour. Alors Olivier, bonjour. Oui. De quelle région nous appelez-vous? De quelle région? Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Hauts-de-France, à côté de d'Amiens, dans la Picardie. D'accord, bienvenue à vous Olivier. Alors on vous écoute Olivier. Eh ben écoutez, moi pour ma part, j'ai eu une expérience individuelle et personnelle en hôpital psychiatrique, comme disait madame. Oui. Par rapport à sa famille. Et c'est vrai que le regard des autres, déjà, ça nous pèse, surtout par rapport à nous. Alors, il faut chercher la question de savoir si c'est par rapport à ce que les psychiatres ou les médecins nous donnent des médicaments pour que se sentent mieux ou pour que se sentent plus mal. Déjà d'une, parce que c'est pas le progrès qui fait avancer la science. Hein. La science, des fois, c'est un aller en arrière par rapport à ce qu'on a comme maladie. Alors, moi, je voulais vous dire une chose, c'est que déjà, en partant à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, obligatoire, en France, dans notre territoire. Quand j'ai fait ma visite médicale, on m'a diagnostiqué une erreur des yeux, vous voyez? Une erreur, j'ai pas entendu, cher Une erreur de l'œil, de l'œil gauche et de l'œil droit. D'accord. Voilà. Donc ça rejoint un peu ce qu'avait dit madame pour regarder les autres. Oui. Il faudrait que vous sachiez que les goûts, les couleurs, c'est pas pareil pour tout le monde. Surtout pour les hommes qui sont atteints que par cette maladie. C'est-à-dire le daltonisme. Je suis daltoniste, je confonds les couleurs. J'ai mis longtemps à faire le rapport avec mes parents aussi, moi. Ok? Donc c'est pour ça, bon bah j'ai fait des hauts et des bas. Bon, j'ai régressé, toujours sur la même ligne, quoi. Hein? Mais Olivier, votre prise en charge aujourd'hui, elle se passe comment? Et est-ce que justement vous avez des associations, des personnes qui vous aident à supporter et à traverser ce handicap? À traverser ce handicap, non, pas vraiment, parce que c'est-à-dire que tout seul face à cette situation, ça se passe comment? C'est reconnu déjà, c'est passé à la télé. Il y a des lunettes qui sont en vente aux États-Unis pour $260. C'est passé à la télé avec Sophie Davant à l'émission aux enchères. Là. Et ben je vais vous dire, le daltonisme, de confondre, de pas voir vraiment réellement, de pas vraiment apprendre les couleurs, vous voyez, de confondre le bleu ou le violet ou le mauve. C'est des virgules dans la couleur, vous voyez. Il y a toujours quelque chose de bleu, mais nous on le voit pas vraiment. On le voit avec un temps de retard, si vous voyez. Alors Olivier, je comprends tout à fait ce que vous nous expliquez. Vous faites partie de ces personnes qui justement souffrent de ces handicaps invisibles. Donc peut-être justement on va laisser la parole à Sandra pour intervenir sur ce sujet. Moi, bonjour Olivier. Au niveau de la pause, c'est-à-dire l'association, justement, comme elle vient de dire Hanen, c'est un handicap. Vous souffrez d'un handicap invisible, ouais. et surtout de l'handicap du regard des autres. C'est ça que. Surtout, ça y va sur la sexualité des gens comme moi, quoi. Tout à fait. Donc, au quotidien, au quotidien, moi, je rencontre des personnes. Qui souffrent de ça, qui ont de la peine, que les personnes jettent, ils négocient même des fois des regards, un sourire. Donc oui, je comprends votre peine, Olivier, je la comprends. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi aujourd'hui, au niveau de la pause, l'association, nous combattons, nous militons. Justement, pour que les gens acceptent la différence et regardent différemment les personnes, que ce soit l'handicap. Je vais vous dire quelque chose de tout bête, madame, avant que vous me laissiez, avant que vous parliez à Sandra, justement,
que j'embrasse déjà. Oui, C'est que pour tout le monde, le bleu et le vert, le bleu et le jaune, pardon, fait vert. Oui. Vous voyez? Regardez un arbre en même temps qu'un ami qui confond les couleurs. Regardez la pelouse, regardez quelque chose de vert qui pousse sur notre planète. Vous verrez que s'il y a quelqu'un à côté de vous qui met un temps de retard, eh ben ça veut dire que celui-là il comprend pas tout, tu vois. Voyez-vous, au niveau des couleurs. Donc Olivier, moi j'ai les yeux verts mais je vois pas comme vous. Vous êtes formidable. Ouais. Oui. Vous avez une particularité. Moi, moi, je serais ravie, en fait, de voir plusieurs couleurs en même temps, hein, malgré mes yeux verts. Ce dont souffre en réalité Olivier, voilà, c'est ce qu'on appelle. Est-ce que ce serait un placebo alors cette maladie? Alors, je peux pas vous répondre, mon cher Olivier. Ce que nous on sait, c'est qu'effectivement, le daltonisme dont vous souffrez, c'est un handicap physique qui fait partie lui-même des handicaps invisibles, donc ils sont totalement oubliés de la société. Du lien de la famille, avant tout. Voilà, et qui apporte des discriminations, des stigmatisations justement à l'accès au monde du travail, entre autres. Mon cher Olivier, en tout cas, on vous remercie infiniment de votre témoignage, de votre intervention. On vous invite à suivre, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, Olivier. Non, j'ai pas internet. Ah, vous n'avez pas internet. Bon, c'est pas grave. J'habite un logement, mais non, j'ai pas internet, même sur mon téléphone. Je voulais justement vous inviter à continuer cette discussion et puis apporter votre témoignage sur la page Facebook de Par les femmes. En tout cas, on vous remercie infiniment de votre appel et on vous dit à très bientôt, voilà, peut-être sur un autre sujet. Au revoir, Olivier. Au revoir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons... on va continuer, inviter nos auditeurs aussi à continuer d'appeler. 01 40 33 9000, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir comme Olivier, n'hésitez pas, 01 40 33 9000. Tout à fait, donc nous sommes donc sur les ondes de France Maghreb 2, donc avec Sandra Ziani, donc présidente de l'association La Pause, et on reçoit aujourd'hui donc Sherazade Bensta, donc Sherazade Bensta, voilà, qui est avec nous. Bonjour Sherazade. Bonjour, donc Sherazade de l'association Un autre regard sur l'autisme. Sherazade. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je commence par quoi? J'ai 2 enfants. Oui. Je suis présidente de l'association Un autre regard sur l'autisme que j'ai créée en décembre 2012. D'accord. Alors ma chère Sherazade, on t'a prévu une petite surprise, un petit cadeau. Voilà. Donc les cadeaux. Ouvre bien. C'est la Saint-Valentin. Je vais avoir plein de compliments aussi. Alors, on va t'offrir donc ce petit cadeau. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, ouvrez bien les oreilles pour écouter donc ce beau texte qui nous est offert par Khalid Loukid. Donc Khalid Loukid, que tu connais vraisemblablement, Sherazade. Voilà. Facebook. Et qui justement nous offre ce beau texte pour rendre hommage justement aux personnes autistes et nous permettre de comprendre leurs différences, tout simplement. On te fait un coucou de Toronto, Hanan. Oui, merci. Alors j'ai lancé le... Non, ça ne passe pas? Bon. Ça n'a pas l'air d'aller. Bon, alors écoutez, on va attendre un petit peu. Alors, Sherazade Bensta, donc tu es présidente donc, de l'association Un autre regard sur l'autisme. Alors, pourquoi avoir créé cette association, Sherazade? Alors, mon fils a été diagnostiqué en janvier 2012. Et suite à son diagnostic, j'ai décidé d'ouvrir l'association, d'abord pour l'aider lui et pour aider également d'autres enfants et d'autres familles. Alors l'autisme, c'est quoi? L'autisme, c'est une maladie neurodéveloppementale. D'accord. Sur la question de maladie, il y a parfois certaines polémiques, mais il n'en reste pas moins que ça reste une maladie reconnue par l'OMS comme une maladie neurodéveloppementale.
Alors tout à fait, donc c'est une maladie, un trouble du développement humain, donc caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des comportements stéréotypés et ce qu'on appelle persévératifs. Donc justement, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, de quel trouble justement souffre ton enfant, qui en plus, qui est autiste, mais qui souffre également, qui est aussi sourd et malentendant. Voilà. Nous expliquer justement ce vécu avec cet enfant, comment est-ce qu'on a réussi à déceler l'autisme et de quel trouble spécifiquement il souffre. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Ilyes a été diagnostiqué... Alors, bien devant le micro et un tout petit peu plus fort, ma chère Shahrazad. Ilyes a été diagnostiqué, donc Ilyes c'est le prénom de mon fils, il a été diagnostiqué sourd à l'âge de 20 mois, il a été appareillé. À 24 mois, donc 2 ans, il babillait encore. Donc toute l'équipe pluridisciplinaire qui le suivait, donc à l'Institut de sourds, s'interrogeait sur ses babillements, se sont interrogés également sur le fait qu'il n'a pas développé de parole, de langage, qu'il ne sortait aucune syllabe, bien qu'il était appareillé et qu'il avait une très bonne audition, un bon récupérage auditif. Alors, il était particulier, donc il était différent des autres enfants sourds, ça s'est vu, donc on nous en a fait la remarque plusieurs fois. L'éducatrice joue avec lui par ses paroles comme un bébé. Elle voyait bien donc qu'il était, en réalité il avait un retard de développement, tout simplement. Par la suite, il s'est ouvert à l'âge de 5 ans. Quand il s'est ouvert, il griffait, il frappait parce qu'il avait tout simplement des troubles sensoriels. Donc, il était hypersensible au niveau tactile. Avant cela, donc, il était renfermé sur lui-même. Il jouait pas avec les autres enfants. Par la suite, il a commencé à faire des crises de plus en plus violentes. Donc c'est un enfant pour pouvoir entrer en relation avec les autres et se faire des amis. Donc il leur ramenait des petits exercices à faire à l'école, dans la classe, et la maîtresse donc ironisait sur ses comportements, disant oui, il veut se faire des amis en leur donnant des exercices à faire. Donc c'était des stéréotypies en réalité qu'il faisait. Donc il alignait les chiffres, il remplissait des livres d'exercices, voilà. Donc je me souviens, je lui disais, je te punis, si tu fais pas ça, je te punirai, tu n'auras pas de maths à faire. Voilà, donc c'était la punition d'Ilyes, c'était de pas faire des exercices. C'était très compliqué donc à la maison. Il ne cessait donc de griffer sa sœur qui essayait de jouer avec lui, qui a 3 ans et demi de plus que lui. Voilà, c'était de plus en plus compliqué. Il était hyperactif aussi, donc moi j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai pas forcément cherché à savoir, parce que le terme diagnostic, je ne le connaissais pas. Du moins, on m'a pas dit, du moins, qu'il devait être diagnostiqué en dehors de la surdité. Ce qui est quand même terrible, Shahrazad et Sandra, c'est que effectivement, on a beaucoup de parents qui témoignent de la même manière que toi, Shahrazad, sur cette difficulté au diagnostic. Et on a des parents qui, pendant des mois, mais en réalité plus que des mois, des années, sont totalement abandonnés à eux-mêmes, avec des médecins qui les suivent, des médecins généralistes, mais qui sont incapables aujourd'hui de nous sensibiliser au fait d'aller diagnostiquer des maladies psychiques X ou Y, ce qui fait qu'on reste avec notre enfant malade pendant des années. Et pour avoir eu le témoignage d'autres parents, en réalité, c'est beaucoup la force des parents, cette force de caractère justement à trouver de quoi souffre notre enfant, qui permet d'arriver à un diagnostic. Donc toi, ma chère Shahrazad, qu'est-ce qui a fait que tu as pu diagnostiquer ton enfant? Parce que c'est le fruit en réalité de ton travail et de ta combativité. Alors, oui, Sandra, oui. Juste, j'interviens sur ça. Il y a des parents qui découvrent et qui savent pas en fait. Ils découvrent même pas, mais ils sont tétanisés.
quand ils apprennent que, voilà, ils voient leur enfant, c'est pas normal ce qu'il fait et tout ça, mais ils sont en fait, ils ont peur d'aller prendre l'enfant vers les professionnels et découvrir ce qu'il a. D'accord, donc ils ont peur du diagnostic pour toi. Oui, il y a un déni parfois, oui, des parents. Il y a un déni parfois des parents. Donc moi j'ai rencontré des personnes récemment, il y a 1 mois ou 2, c'est une relation, on va dire un ami. Hein, et je sais que bon, il s'est marié il y a 2 ans, et je demande comment tu vas, la famille, tout ça. Il me dit oui, j'ai un enfant. Oui, bah oui, j'ai entendu que tu en avais un enfant. Il m'a dit oui, mais je sais pas ce qu'il y a. D'accord. Donc ça c'est une réalité aujourd'hui. Donc ce qui permet en réalité, le gros travail que font les parents et que font ton association, ma chère Sandra, donc la Pause Internationale, et en ce qui nous concerne sur l'autisme, donc l'association Un Autre Regard sur l'autisme, c'est d'aider justement certains parents à justement sortir du déni, ou à les accompagner justement vers des structures qui vont pouvoir établir ce diagnostic. Donc, ma chère Shahrazad, comment est-ce que tu as pu établir ce diagnostic ? Alors, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse, c'est que les parents font énormément confiance aux professionnels par qui les enfants sont suivis. Donc effectivement, quand il y a un retard de diagnostic alors que l'enfant est déjà parfois suivi dans des institutions par des psychologues ou autres, donc les parents font confiance. Mon fils a commencé à être suivi par un psychiatre à l'âge de 8 ans, donc à ma demande. Donc je voyais bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Il faisait pas la part entre le virtuel et la réalité quand il regardait un dessin animé ou un film. Donc il reproduisait ce qu'il voyait. Il pensait que voilà, que c'était réel, que ça se produisait réellement. Donc il fallait tout lui expliquer. Et nous, on voyait bien, on était déconcertés, on voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais on savait pas quel était le mot. Sachant qu'il y a une amie qui était venue à la maison et qui m'a demandé une fois, est-ce que ton fils ne serait pas autiste ? J'ai dit, écoute, on m'a dit simplement qu'il était sourd. Donc moi, l'autisme, je connaissais pas. Je connaissais pas du moins les symptômes. Et la psychiatre, je lui ai demandé à plusieurs reprises, est-ce que mon enfant n'est pas autiste ? Elle m'a dit non. Donc à quel âge ? Je lui ai fait confiance. Il a été diagnostiqué à l'âge de 11 ans et demi. C'est terrible. Après être sorti donc de l'école à l'âge de 10 ans, puisque les crises étaient de plus en plus conséquentes à la maison et à l'école, parce que Ilyes, quand il rentrait en bagarre, c'était pas en bagarre qu'il rentrait, parce qu'un enfant, quand on le maîtrise, il va finir par se calmer, alors que ces enfants-là, c'est le contraire. Quand ils rentrent en crise, si on les maîtrise, ils sont davantage en crise. Donc, et puis ça a été. Donc si on les maîtrise physiquement, voilà, pour expliquer. Oui, physiquement. Donc étant donné qu'il avait une hypersensibilité, donc il supportait pas ça et ça le mettait davantage en angoisse. Voilà. Et surtout qu'il savait pas ce qui allait se passer. Et donc c'était une crise qui a été très mal gérée, il s'est retrouvé à l'hôpital, etc. Bref, il a été il a été piqué, etc. Bon, il s'est réveillé le lendemain. Bon, je l'ai sorti de l'école d'un commun accord, et ensuite plus aucun institut de sourds n'a voulu de lui, puisqu'ils ont bien vu qu'il y avait autre chose que la surdité. Donc moi je cherchais donc dans les livres, j'achetais des livres, je lisais, je recherchais sur internet, je lisais des articles, donc moi j'allais beaucoup du côté psychologie, sachant que la psychiatre après sa déscolarisation m'a envoyé elle m'a envoyé auprès d'un hôpital de jour qui accueillait des enfants autistes, mais je ne le savais pas, puisqu'elle me dit, écoutez, vous allez voir, les enfants sont particuliers, mais la folie ne se transmet pas. Donc elle m'a dit ça par 3 fois, la folie ne se transmet pas. Alors, chère Alazad, on va rester sur cette phrase terrible de la folie ne se transmet pas. C'est un médecin qui a dit ça. Oui, une pédopsychiatre qui suivait mon fils. Ok, très bien. On se retrouve juste après la publicité, chers auditeurs, chères auditrices. Donc on va continuer à parler de l'autisme avec Shahrazad Bensta, et surtout on va en profiter justement que Sandra soit là
pour parler du burn-out parental. Et on a justement l'honneur d'avoir avec nous Rose Farhat, sophrologue, qui justement va nous expliquer est-ce qu'on peut anticiper ce burn-out parental. A tout de suite après la publicité sur les ondes de France Maghreb 2. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes de retour donc sur les ondes de France Maghreb 2 donc pour cette émission autour du handicap psychique et de l'autisme. Donc chers auditeurs, je vais vous lancer donc un spot donc sur le handicap psychique. Changeons notre regard, donc spot de AG2R La Mondiale qui traite de la dépression justement. Il vient juste de rentrer. Après sa dépression. Ah non, moi les dépressifs ça me déprime. J'imagine déjà le type mal rasé, mal lavé. Bon, après, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de mou. Mais maintenant, ça prend des proportions. Ça, c'est le bon plan, la dépression. Une petite dépression et hop, un mois de vacances. On la connaît, celle-là. Peut-être me faire une dépression, moi, cet été. Du style juillet, août. En tout cas, j'espère qu'il est bien remis. Je vais pas pouvoir lui payer des vacances tous les 2 mois. Comment voulez-vous qu'il soit productif ? Genre le mec il aime pas la vie. Il fait pas d'efforts le gars quoi. Des battants, pas des feignants. Inapte au travail. Inapte. Ça, c'est pas moi du tout. Mais c'est vraiment pas moi. On n'est pas forcément triste, mal rasé, sans soin et complètement dépité. Ça, c'est un préjugé. Je m'appelle Véronique, j'ai 50 ans, je travaille en tant que gestionnaire dans une entreprise immobilière et je suis atteinte d'une dépression chronique. Certes, on peut être triste, on peut avoir d'autres troubles, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, ne plus savoir si on va s'en sortir, mais on est capable d'être digne et d'avoir sa place dans la société. La dignité, avoir sa place dans la société, donc des mots que je trouve forts. Donc ma chère Shahrazad Bensta, donc qui je le rappelle est présidente de l'association Un autre regard sur l'autisme. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler toi de ton vécu en tant que mère quant à l'accompagnement de ton fils? On parle beaucoup de burn-out parental. Voilà, c'est un trouble qui touche les parents d'enfants handicapés parce qu'ils n'ont plus de temps pour eux en réalité. Donc est-ce que tu peux justement nous en parler ma chère Shahrazad? Et ensuite on va laisser la parole à Rose Farhat, sophrologue. Personnellement, j'ai eu des passages où effectivement j'en pouvais plus. Et je dis alhamdoulilah que je suis croyante, où j'ai pu me confier à Dieu et lui demander de la force pour continuer, de la force de savoir ce qu'il avait mon fils. Mais voilà, je suis combattante, hein. Je suis une personne qui me laisse pas aller, donc je peux tomber un jour, quelques heures, et je me relève très vite. Et quand j'ai su que mon fils était autiste, déjà c'est pas que je l'ai su, c'est dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il était autiste et le diagnostic n'a fait que confirmer ce dont j'étais déjà convaincue. Et puis tout de suite après, j'ai commencé à me former. Je me suis formée à plusieurs méthodes et donc on a créé une petite équipe par la suite. J'ai fait aussi un appel à bénévoles, donc il avait une intervenante aussi à domicile. Et voilà, avec la petite équipe d'association, nous nous sommes formés donc, à la thérapie en intégration sensorielle, qui n'était pas très connue il y a 4 ans en arrière. Maintenant, on parle beaucoup de sensorialité pour les enfants autistes, donc c'est de plus en plus propagé, et tant mieux. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, thérapie en intégration sensorielle, donc nous sommes formés à établir des profils sensoriels, donc à détecter les troubles sensoriels des enfants, en les observant aussi, en faisant quelques tests. Et donc, ce qui est de notre ressort, par exemple, travailler sur le corps, donc sur leur hypersensibilité, hyposensibilité, sur le tonus, donc toutes ces sensorialités-là, donc on va les travailler. Ceci dit, concernant, si on voit qu'il y a un trouble visuel, on va les renvoyer vers un orthoptiste. Alors, le souci des enfants autistes, c'est qu'ils souvent, donc quand ils sont pas encore très bien développés, ne respectent pas les consignes. Donc un orthoptiste ne pourra pas forcément les diagnostiquer. Donc nous, on fait le travail. Quand l'enfant est capable ensuite de se concentrer, de suivre les consignes, là, il est capable aussi de faire son diagnostic concernant ses yeux et de pouvoir faire des séances d'orthoptiste, par exemple. Alors une autre action que vous proposez justement au sein de l'association Un autre regard sur l'autisme, c'est l'accompagnement et le soutien des parents d'enfants autistes. On a commencé à parler effectivement de burn-out parental, donc beaucoup de parents qui sont épuisés par des trajets importants, domicile médecin, qui sont épuisés parce que ça arrive aussi en France. On a un certain nombre d'enfants qui sont déscolarisés, donc comme ça a été le cas pour Ilyes, parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale et les structures classiques ne sont pas formées, ne sont pas adaptées pour accueillir ce type d'enfants. Donc la difficulté à intégrer un enfant justement vers des structures spécialisées, donc la première difficulté c'est de détecter justement la maladie de son enfant, et là par le biais de ton témoignage mais aussi par le biais d'autres témoignages, c'est un vrai parcours du combattant. Donc on est avec Rose Farhat, donc qui est sophrologue. Donc Rose Farhat qui est l'invitée exceptionnelle, on va dire, de l'association La Pause, et avec laquelle justement vous avez réfléchi à comment aider ses parents et anticiper ce burn-out parental. Donc bonjour Rose. Bonjour Hanan, donc moi c'est Rose Farhat, comme tu l'as bien dit, sophrologue. Alors Rose, pour précision, qu'on avait reçu au mois de décembre pour parler de sophrologie. Voilà. Exact, donc je reviens avec plaisir aujourd'hui et avec le plaisir d'intervenir auprès de l'association La Pause. Le monde est petit. Oui. Oui, quand on m'a dit je veux une invitée exceptionnelle, c'est Rose Farhat, j'ai hurlé. Hurlé de bonheur. De bonheur et de joie, j'en ai eu des frissons partout. Bon, ça va alors, parce que le plaisir est partagé. Merci ma chère Rose. Bon, alors oui, voilà, du coup, on a réfléchi avec... alors la sophrologie, peut-être rapidement réexpliquer ce que c'est. Voilà, la sophrologie, c'est une méthode thérapeutique, c'est une thérapie qui permet de travailler sur tout ce qui est bien-être psychique. C'est une thérapie psychocorporelle, donc qui associe l'harmonie en fait entre le corps et l'esprit. Et là, en l'occurrence, par rapport aux maladies psychiques et surtout par rapport aux familles des personnes qui accompagnent, je pense pour être un petit peu plus terre à terre, donc pour expliquer à nos auditeurs, la sophrologie, c'est des exercices de respiration, entre autres. Exactement, de respiration, de relaxation et de visualisation. Et on travaille sur pas mal de choses, donc tout ce qui est accompagnement dans le quotidien des personnes pour leur donner un bien-être, mais aussi tout ce qui est retrouver confiance en soi, ce qui peut être d'ailleurs très important dans tout ce qui est ce domaine du handicap psychique, cette thématique-là. Tout ce qui est estime de soi aussi, et force mentale. Parce que depuis tout à l'heure on en parle, mais avoir en tant que parent, avoir la force d'être là et de ne pas craquer justement pour ne pas arriver au burn-out, ça demande pas mal d'efforts. Donc la sophrologie peut intervenir pour justement permettre à ces personnes-là de travailler tout ce qui est force intérieure, courage, confiance en soi, développer toutes ces capacités-là pour justement être au mieux, et aussi savoir évacuer tout ce qui est culpabilité, parce qu'on est souvent très coupable en tant que parent par rapport à son enfant. Quand on a un enfant qui est atteint d'un handicap psychique, on se remet souvent en question, pourquoi moi, et est-ce que c'est ma faute, et qu'est-ce que je peux faire, et bon. Il y a parfois une part de culpabilité, questionnement. Au-delà de cette culpabilité de la maladie de son enfant, il y a aussi des moments de découragement, des moments peut-être où on est un peu moins patient, où du coup on est peut-être aussi moins attentif à son enfant. Découragé aussi peut-être. Donc la sophrologie va intervenir à ce niveau-là pour justement redonner du courage à ces familles-là, à ces parents-là, de l'espoir, parce qu'en sophrologie on travaille en pensée positive, donc
quoi qu'il arrive, il faut rester positive aussi par rapport à son propre enfant pour que l'enfant se sente bien et se dise bon bah voilà, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc apprendre à relativiser. Oui, Rose Farhed, donc ton intervention au sein de l'association La Pause Internationale, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Justement, c'est ce qu'on est en train de voir avec la présidente. Donc une mise en place, oui. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'enfants, c'est bien, mais aussi il y a des adultes. Donc il y a des parents, des mamans qui souffrent, des papas qui souffrent, des sœurs, des frères, voilà, l'entourage. Donc il y a aussi des adultes, des jeunes adultes, même des adolescents. Donc oui, avec Rose, La Pause a réfléchi à cette médecine alternative. Voilà, tout à fait. Voilà, donc de mettre en place des ateliers, on va dire peut-être bimensuels ou mensuels, où on invite les familles, les proches à venir découvrir ce moment relax. Bon, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que je fais rencontrer deux présidentes d'associations en la personne de Sandra Ziani et en la personne de Shahrazad Bensta, qui toutes les deux ont bien compris l'utilité en réalité de s'appuyer sur ces types de médecine naturelle. C'est ça, qui peut aussi apporter de l'apaisement et de la sérénité, et retrouver le calme, savoir, comme tu parlais tout à l'heure, de patience, retrouver la patience, évacuer la colère, évacuer tout le négatif aussi qui peut être en soi. Réparer aussi. Et donc en sophrologie, on parle beaucoup des émotions. Tout à fait. Tout est centré sur les émotions. Le fait d'en parler, ça permet déjà de soulager. Oui. Voilà. Donc effectivement, la sophrologie, qui est une méthode naturelle que peut-être va pouvoir utiliser Shahrazad Bensta. Shahrazad, au sein de ton association, justement, tu utilises aussi d'autres types de médecine naturelle, et notamment la ventousothérapie, qu'on appelle plus communément au sein de la communauté musulmane la hijama. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors nous, ce qu'on utilise dans la ventousothérapie, donc on utilise le cupping massage, c'est donc des ventouses en silicone, et on fait des massages donc de haut en bas pour que justement l'enfant puisse mieux ressentir son corps. On le fait pour les parents qui sont d'accord, donc a priori il n'y a pas de souci. On commence à le faire. On s'est également formé au massage Tuina, donc c'est un massage pour développer les énergies, pour débloquer les énergies. Il y a aussi un autre massage qui est très bien aussi pour les enfants autistes, c'est le massage Qigong, qui commence aussi à se développer et qui est également reconnu comme étant une thérapie alternative. En plus donc des thérapies connues, comportementales, l'ABA, Teach, EPEX et les thérapies développementales. Tout à l'heure, Samia a parlé dans l'agenda de Ron Kaufman qui arrivait. Donc, on a été également formé par Ron Kaufman une journée et par Carolina Kaiser pendant 3-4 jours, donc à la méthode de Sunrise, qu'elle a intitulée autrement. Donc on utilise plusieurs thérapies parce que chaque enfant a sa propre clé, chaque enfant est différent et chaque enfant va réceptionner ces thérapies de façon différente. Quand ça ne marche pas pour l'un, ça peut marcher pour l'autre. Donc nous essayons d'être global dans nos thérapies. Bon, ce qu'on retient effectivement, c'est cette volonté de la famille, des parents, des petites sœurs, des tatas aussi dont je fais partie, donc justement à accompagner nos proches qui sont atteints de ces maladies psychiques, de ces handicaps invisibles comme la surdité, justement à aller mieux. Alors il nous reste 3 minutes, mesdames. Je vais te donner la parole, ma chère Shahrazad, donc justement pour nous parler de cet événement que tu as mis en place pour t'aider à aider les parents. Voilà. Nous organisons samedi soir, donc samedi 23 février à 19h, un petit concert donc avec Chabdali et 2 musiciens, donc les sons du Maghreb. Dans cette soirée, nous sensibiliserons également à l'autisme. Il y aura aussi 2 ou 3 témoignages de parents et donc un visionnage d'une petite vidéo. Donc nous vous invitons à venir très nombreux, soutenir l'association. L'entrée adulte est à 10 €, l'entrée pour les enfants moins de 12
12 ans, donc c'est à 5 €. On compte sur vous. Alors ce qui est très important de préciser, parce qu'on est assailli par les galas caritatifs, donc à quoi va servir cet argent? Donc cet argent en réalité c'est des frais de fonctionnement, donc pour un local que tu loues, ma chère Shahrazad, donc à titre privé en réalité au nom de l'association, parce que par ailleurs la mairie de Longjumeau n'a pas pu en tout cas jusqu'aujourd'hui te mettre à disposition un local gratuit, donc c'est plus de 10 000 € de loyer à l'année. Voilà. Oui. Donc le gala caritatif va servir principalement justement à sécuriser ce local et à pouvoir le payer. Donc chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Par les femmes, sur la page de France Maghreb 2. On vous mettra le lien de cet événement. 10 €, 8 €, ça n'a pas l'air d'être grand chose. N'hésitez pas à vous déplacer, voilà, pour cette sensibilisation et aider Shahrazad Bensta, donc la maman de Ilyes, mais qui n'accompagne pas que son fils, mais qui accompagne plusieurs familles justement, dont 21 enfants. Voilà, donc 21 enfants, en réalité c'est 21 familles. Donc c'est 21 pères, c'est 21 mères, c'est 21 frères et sœurs, et voire les familles la plus élargie. Donc un travail qui est très important. Donc où est-ce qu'on peut trouver le lien de cet événement, s'il te plaît, ma chère Shahrazad? Sur notre page Facebook, en priorité sur notre page Facebook. Voilà, un autre regard sur l'autisme, et vous le trouverez également donc sur la page de France Maghreb 2 et sur la page de Par les femmes. Alors tu as les mêmes difficultés, ma chère Sandra, à obtenir un local. Oui. Alors toi tu as un message qui est beaucoup plus politique. Costaud. Plus costaud. Alors ma chère Sandra, tu as 1 minute à peine. D'accord. Ben écoutez, moi depuis la création de l'association, donc je n'ai pas cherché à avoir un local, bien que l'association est basée sur Paris 12e, enregistrée sur la préfecture de Paris, et donc voilà, on a fait beaucoup ces dernières années des enquêtes de terrain, et on n'a pas eu l'utilité d'avoir un local. Aujourd'hui, cette année, j'ai 17-18, j'ai entamé les démarches auprès des mairies de Paris, du 12e et autres. Toutes les portes sont fermées. Donc l'association La Pause Internationale est une association dont le siège est basé à Paris. C'est important. Voilà. Donc jusque-là, la création de l'association a été hébergée par une entreprise. Merci beaucoup, l'entreprise. On vous remercie chaleureusement et grandement. Mais aujourd'hui, cette entreprise a déménagé. Donc on est en souffrance de local. Donc j'appelle aujourd'hui, chers auditeurs, chers politiciens, chers aidants solidaires, on a besoin d'un local où on peut recevoir justement des familles, parce qu'on fait un réel travail avec eux. Donc aidez-nous à avoir un local, s'il vous plaît. La mairie dont tu dépends, rapidement, le message de la maire. La mairie du 12e, Madame X n'a pas daigné nous offrir un créneau horaire pour juste que l'équipe de la pause se réunisse, la maison des assos du 12e. Mais bon, on a été au-delà. Est-ce que c'est un droit? Tout à fait. D'accord. Donc c'est un droit qui t'a été refusé aujourd'hui? Tout à fait. Et donc aujourd'hui, je me bats aussi par des démarches en parallèle pour faire valoir notre droit, le droit de la pause d'avoir un local ou un créneau horaire pour qu'on puisse au moins se réunir pour planifier nos actions. Bon, on va se retrouver juste après la publicité. Donc on va parler de santé, donc notre dossier du mois, le cancer du sein, et on va se retrouver donc avec le docteur Nasrine Calais, donc gynécologue obstétricien à l'Institut Curie et porte-parole. Anan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes de retour, chers auditeurs, chères auditrices, donc sur les ondes de France Maghreb 2. Donc pour notre dossier santé du mois, le cancer du sein, nous recevons le docteur Nasrine Calais. Donc le docteur Nasrine Calais, qui est médecin gynécologue à l'Institut Curie à Saint-Ouen. Elle est également médecin référente des femmes à risque des cancers du sein et de l'ovaire,
présidente de l'association Ginkgo, et elle intervient également au sein de la maison des patients de l'Institut Curie, où elle anime des ateliers d'éducation thérapeutique. Docteur Nasrine Calais, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail que vous effectuez au sein de l'Institut Curie, et comment l'Institut Curie aujourd'hui est le référent sur les maladies du cancer en général? Oui, d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Juste une toute petite précision, l'Institut Curie, c'est à Paris et à Saint-Cloud et pas du tout à Saint-Ouen. Donc, j'ai dit Saint-Ouen? Voilà, excusez-moi. Oui. Mais c'est pas grave. Alors, donc, moi, comme vous avez dit, je suis gynécologue-oncologue à l'Institut Curie. L'Institut Curie, donc, vous savez que c'est le premier centre de dépistage et de traitement du cancer du sein en France et en Europe, puisqu'on traite plus de 30 000 cancers du sein par an. Donc, mon rôle au sein de l'Institut, c'est d'une part de faire des consultations de tout venant chez des femmes qui ont malheureusement une anomalie de sein, et parfois aussi des femmes qui ont des antécédents dans la famille, qui viennent pour savoir si éventuellement il y a une hérédité. Et puis enfin, c'est aussi du dépistage et aussi à surveiller les femmes qui sont sous traitement de cancer, parce que malheureusement, ces traitements, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Donc j'essaye en fait de remédier à tout ça. Voilà. D'accord, très bien. Alors le cancer du sein, on en parle depuis le début du mois. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, le nombre de personnes que cela atteint, et surtout nous sensibiliser sur la prise en charge avant justement que le mal n'arrive? Voilà, alors le cancer du sein, malheureusement, de nos jours reste un fléau, puisqu'en France, je parle des chiffres français, mais bon, après mondialement aussi, il y a 54 000 nouveaux cas par an, responsables quand même de 12 000 décès malgré les efforts de dépistage. Alors il y a eu beaucoup de progrès dans les traitements, mais avant le traitement, il faut faire le dépistage, puisque le pronostic de cancer du sein est lié à son stade. Plus un cancer est découvert tôt, meilleur sera le pronostic et moins agressifs seront les traitements. Donc j'insiste encore sur la notion de dépistage, parce qu'on a eu pas mal de controverses là-dessus depuis le mois d'octobre, qui est le mois de cancer du sein. Et le dépistage, c'est très important. Alors l'âge de survenue de cancer du sein dans la population générale, c'est vers 61 ans. D'accord. Mais, je dis bien, mais ça c'est la population générale. Il y a des femmes qui malheureusement, ils ont dans leur famille, sœurs, tantes, mères, ou parfois le père aussi, qui ont un cancer du sein, ou chez des femmes des cancers du sein et des ovaires associés. Ces femmes-là doivent bénéficier d'une recherche génétique pour voir s'il n'y a pas un support génétique, c'est-à-dire une hérédité. Donc chez ces femmes-là, il faut commencer le dépistage beaucoup plus tôt, puisque dans la population générale, on préconise un dépistage par mammographie entre 50 et 75 ans, mais chez ces femmes à risque, le dépistage peut commencer beaucoup plus tôt, c'est-à-dire même vers 30 ans. Alors, en dehors de ce dépistage qu'on fait par mammographie, à l'échelle individuelle, la personne elle-même, c'est-à-dire la femme elle-même, doit être vigilante, quel que soit son âge, à palper les seins. C'est le rôle de l'autopalpation qui permet en fait de dépister une anomalie du sein et amener la femme à consulter et éventuellement dépister un cancer à un stade très précoce. Alors on vous dit passionné, docteur Nasrine Calais, par votre activité au sein de la maison des patients de l'Institut Curie à Saint-Cloud. Voilà, oui. Où vous animez justement des ateliers d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, et est-ce que nos auditrices peuvent justement vous contacter? Ah, bien sûr, j'espère bien que les auditrices et même les auditeurs peuvent me contacter. Mais la maison de patiente, en fait, c'est un endroit un petit peu à côté de l'hôpital, qui est juste dans la rue à côté. Et là, c'est ouvert à toutes les patientes et des patients qui ont malheureusement un cancer et qui peuvent venir chercher, en fait, des informations sur leur traitement. Pourquoi qu'on fait ce traitement et pas un autre? Qu'est-ce que ça veut dire une chimiothérapie? Qu'est-ce que ça veut dire une hormonothérapie? Quels sont les effets secondaires possibles de tel ou tel traitement? Et est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ces effets secondaires? Donc c'est ouvert à tout le monde. En dehors de
on est en fait toute une équipe, il n'y a pas que moi, donc il y a toutes les bénévoles que je salue aussi qui viennent. Et aussi, il y a des personnes qui viennent, des esthéticiennes professionnelles qui viennent pour apprendre comment on peut se maquiller. Malheureusement, vous savez, la chimiothérapie fait perdre les cheveux, les cils, les sourcils. Donc il y a tous les ateliers esthétiques aussi qui permettent à la femme d'apprendre à gérer ce moment difficile. Donc outre les conseils thérapeutiques ou purement médical que je donne, il y a aussi ce côté convivial où c'est des petits ateliers, ils ne sont pas très nombreux, il y a une vingtaine de personnes. Donc du coup, c'est un lieu d'échange aussi. D'accord. Est-ce que justement dans l'accompagnement de ces patients, donc qui sont traités par chimiothérapie entre autres, là on voit que vous accompagnez, vous proposez justement des prestations de bien-être. Est-ce que vous proposez par ailleurs des traitements basés sur des médecines alternatives comme la sophrologie ou d'autres médecines ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est médecine qu'on appelle, entre guillemets, un parallèle, qui n'est pas vraiment cancérologique, à sa place dans ce qu'on appelle les soins de support. On a des ateliers pour faire du yoga, pour faire de l'hypnose, pour faire également du sport, parce que le rôle du sport est important, des ateliers de nutrition, et puis pour les effets secondaires purs de certains types, notamment d'hormonothérapie, personnellement, j'adresse des patientes à des collègues, par exemple homéopathes ou phytothérapeutes ou acupuncteurs qui peuvent aider justement à, disons, diminuer, voire supprimer les effets secondaires. Docteur Nasrine Calais, on vous remercie infiniment et on vous dit donc à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Alors nous sommes donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Par les femmes. Nous arrivons bientôt à la fin de ces 2 heures d'émission passionnante en compagnie de Sandra Ziani, donc de l'association La Pause Internationale, et de Shahrazed Bensta, un autre regard sur l'autisme. Et nous allons donc passer à notre chronique habituelle. Raconte-moi un mot d'arabe de Souad El Mayouf. Par les femmes. Raconte-moi un mot d'arabe. Souad El Mayouf. La Palestine, la fleur parmi les épines, le pays de la résistance et de la ténacité. Palestine, هي الزهرة وسط الأشواك، أرض المقاومة والصمود. Il n'est pas nécessaire d'être un Palestinien pour aimer la Palestine. لا يلزمك أن تكون فلسطينيا لتحب فلسطين. Son amour ne connaît ni nationalité ni identité. حبها لا يعرف جنسية أو هوية. Son amour est instinctif, comme celui que nous portons pour nos mères sans hésiter. حبها يكون بالفطرة، شيء يشبه حبنا لأمهاتنا بلا تفكير. Paix à toi, terre de paix, qui n'a connu aucun jour de paix. فسلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. Et Jérusalem est une belle histoire gravée au cœur de tous. والقدس حكاية جميلة محفورة في قلب الكل. Que la paix soit sur ceux qui ont perdu la paix et qui, malgré le chaos de leur vie, sont restés résistants. السلام على من فقد السلام وبقي رغم تشتته يقاوم. Un peuple qui prie 6 prières par jour, les 5 prières et la prière funéraire. شعب يصلي 6 صلوات في اليوم، الصلوات الخمس والجنازة. Des larmes versées et des cœurs déchirés par la douleur. دموع تسكب وقلوب مزقها الألم. L'assassinat de la joie sur les visages des enfants. اغتيال للفرحة من وجوه الأطفال. Et la tristesse a empli les cœurs des mères. وحزن ملأ قلب الأمهات. Ils cherchent des cadeaux rouges pour célébrer la prétendue Saint-Valentin et oublient que la Palestine est trempée de sang rouge de martyrs. يبحثون عن هدايا باللون الأحمر ليحتفلوا بما يسمى عيد الحب ونسوا أن فلسطين غارقة باللون الأحمر بدماء الشهداء. Désolé Paris, la Palestine est devenue la capitale du parfum aux odeurs de sang de ses martyrs, la meilleure senteur de tous les parfums du monde. فعذرا يا باريس، ففلسطين أصبحت عاصمة العطور، رائحة دم شهدائها أزكى من عطور الدنيا كلها. Nous sommes vos alliés toujours et à jamais. نحن على العهد معكم،
دائما وأبدا. L'amour et l'appartenance resteront dans nos cœurs. سيظل الحب والانتماء في قلوبنا. Paix pour le peuple de la Palestine et plus de patience et de résistance. فسلام لأهل فلسطين ومزيد من الصبر والصمود. Malgré la détresse, malgré l'étouffement territorial et malgré les gémissements, رغم الضيق, رغم الخناق ورغم الأنين, la Palestine était et elle restera l'étendard de la vérité. فلسطين كانت وستبقى راية تنطق بالحق. Et elle restera la lune qui éclaire le chemin de la liberté attendue. وستبقى القمر الذي يضيء درب الحرية المرتقبة. Quelle interprétation de Souad El Mayouf, on en a des frissons vraiment très émouvant. L'interprétation est magnifique. Donc je tiens à préciser que la chronique de Souad El Mayouf, les textes qu'elle nous propose sont écrits par elle. Donc on la remercie infiniment donc pour cette émouvante chronique sur la Palestine. Donc raconte-moi un mot d'arabe. Nous arrivons à la fin de notre émission donc sur le handicap, sur l'autisme, sur comment justement accompagner les patients, les parents à aller mieux. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à vous rendre donc sur la page de Par les femmes, la page Facebook, notre compte Instagram également. Donc la semaine prochaine, on se retrouve avec Fatima Wassak pour une émission sur les femmes en prison, et nous allons prendre le temps donc de remercier nos invités. Donc merci Sandra, merci Shahrazad Bensta, merci Rose Farhet. Vous avez toutes les trois un mot de la fin en quelques secondes. C'est à vous. Donc je te remercie Hanen de cette opportunité aussi de parler, et je remercie les auditeurs France Maghreb 2, tout le monde. J'invite toutes les familles que je connais et qui connaissent à travers vos antennes l'association La Pause internationale. Nous avons des projets plus concrets à l'étranger, au Maghreb notamment. Nous travaillons sur un projet de structure en Algérie, un autre sur la Tunisie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook Assos La Pause pour les ateliers de sophrologie. Voilà. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Shahrazad, ton mot de la fin, s'il te plaît. Merci Hanan, merci pour ton invitation. Merci à toute l'équipe de Maghreb France Maghreb 2, pardon. Alors un mot pour toutes les familles qui ont un enfant différent. Acceptez-le, aimez-le, emmenez-le au maximum de son potentiel. Rose, en une phrase. Écoutez, moi c'est Rose. Si vous voulez me suivre avec l'association La Pause, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Rose Farhat, ou cabinet de sophrologie Sophrose. On vous remercie, mesdames, pour cette émission Danse en information, et à la semaine prochaine. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.